Hello, moi c'est Pauline, à Capaola. Pendant 8 ans, j'ai eu plusieurs casquettes. Organisation, communication, journalisme. Et puis un jour, j'ai eu envie que ce soit du sérieux. Alors j'ai passé ma certif chef de projet en musique actuelle et j'ai débarqué à Paris. Ce talk show est donc né d'un besoin de revenir sur l'ensemble de mes connaissances avec les acteurs de la scène parisienne afin de contribuer à ma façon. Si on ne peut pas se divertir, alors autant s'instruire. Nous ne serons d'ailleurs pas toujours d'accord, mais c'est le jeu. Nous parlerons ici de sociologie, de technologie, de législation, mais aussi de métaphysique ou d'astrologie. Mais n'ayez crainte, même si je vous propose de parler de sujets sérieux, il n'est pas question de se prendre au sérieux. Bonjour, on se retrouve donc pour ce troisième talk show de Entrevue Techno, le talk show où on parle de musique électronique, on parle de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on va parler donc des musiques électroniques comme vecteur d'évolution technologique. J'ai avec moi Martin, donc du Sacré, avec qui je collabore sur ce projet. Bonjour, ouais, exactement. Merci de nous proposer cette émission encore une fois. Et on est très content aujourd'hui de pouvoir échanger enfin, comment dire, Ce large sujet. ouais, ce très large sujet. Ouais, c'est clair. On en a un peu parlé juste avant. C'est vrai que ça va être dense et intéressant. Super. Donc j'ai avec moi Jean-Yves Leloup, que je laisserai se présenter juste après mon introduction. Donc la musique électronique a permis de brillantes évolutions dans de nombreux domaines, l'informatique, l'automobile, la télécommunication, mais aussi dans le domaine musical. Il semble donc logique que le genre musique électronique soit une imbrication inextricable de ces nouvelles disciplines. Aujourd'hui, on va parler des techniques sur la manipulation du son qui ont poussé les chercheurs, les originaux, les passionnés à créer, à innover et transcender. On va parler de ces uluberlus qui ont imaginé des nouvelles postures d'écoute en réinventant l'acoustique, de ces cyberpunk et de cette génération bedroom qui a bouleversé le marché du disque, ou encore de ces artistes qui ont pulvérisé les codes de leur discipline pour élaborer de nouvelles œuvres globales, intégrant le son, l'image et la forme. Bref, on va tenter de définir en quoi les musiques électroniques ont été un formidable vecteur d'évolution technologique. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Jean-Yves Leloup. Est-ce que tu Bonjour. peux te présenter brièvement? Eh bien, Jean-Yves Leloup, je suis journaliste, auteur de livres sur la musique. J'ai été le commissaire de l'exposition présentée en 2019 à la Philharmonie de Paris qui s'appelait Electro de Kraftwerk à Daft Punk et qui est une expo maintenant qui voyage à travers l'Europe, là, qui est présentée en ce moment à Londres jusqu'au mois de mai 2021 et puis qui ira par la suite en Allemagne. Donc ça, c'est un travail un peu au long cours parce que elle a le potentiel aussi pour aller dans d'autres pays, donc on travaille aussi là-dessus. Donc voilà, j'ai un travail de réflexion, d'écriture, et puis aussi un travail parfois plutôt de création avec le duo Radio Mental, ou aussi en solo ou avec d'autres musiciens dans le champ d'une musique un peu plus proche de l'ambiante ou de ce qu'on appelle l'art sonore, donc qui est vraiment en dehors on va dire, de la techno pure et dure pour laquelle parfois je suis connu en tant que journaliste. Oui. J'explore d'autres territoires sonores avec le son, avec une carrière artistique. Voilà, j'ai des années plutôt auteur, journaliste, enseignant, parfois plus commissaire, parfois plus artiste, ça Ouais, dépend. pluridisciplinaire. On n'a Voilà, pas le c'est temps de ça. s'ennuyer au moins. Et alors justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc dans ton livre Digital Magma, tu parles de musique concrète, de design sonore, d'art acousmatique. Mm. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ces termes? Ah bah alors, déjà la musique concrète et la musique acousmatique, ça c'est pour revenir un petit peu aux sources des, on va dire des grandes avant-gardes musicales qui ont inventé une partie de la musique du XXe et XXIe siècle. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1950, vous allez avoir plein de laboratoires, enfin de studios de recherche. C'est pas des laboratoires, c'est plutôt des studios de recherche de la musique électronique, parce que la musique électronique, elle commence vraiment dans ces studios-là, même si bien sûr il y a eu plein de cas d'origine d'instruments qui ont été inventés dès la fin du 19e siècle, mais ça on va pas y revenir. Mais donc après-guerre, vous avez plein de studios qui sont financés par les radios nationales, par des grandes universités, par des grandes compagnies comme Philips ou Bell aux États-Unis, et qui sont des studios où on va faire de la recherche à la fois technique, technologique, l'invention d'instruments, de techniques pour générer de manière électronique de la musique et des sons. Et puis vous avez aussi des compositeurs et quelques compositrices aussi qui travaillent dans ces studios-là. Mais on est vraiment très loin de l'électronique actuelle ou de l'électro. C'est vraiment une musique
savante, plutôt une musique d'avant-garde, qui s'inscrit dans l'histoire d'une certaine forme d'expérimentation et d'avant-garde. Et donc jusqu'à la fin des années 60, voilà, la musique électronique, c'est cette musique de recherche qui ne s'adresse pas du tout au plus grand monde, mais dont les techniques qui ont été développées avant 68 vont par la suite bien pénétrer auprès du grand public. Et puis la musique pop, enfin l'ensemble des musiques populaires, pop, rock, et puis après les musiques un peu planantes, 70s, etc., vont très rapidement intégrer ces innovations qui ont été développées dans ces studios, et puis vont même les dépasser assez rapidement. Et donc c'est dans ce cadre de ces studios que on s'invente, notamment à Paris, en France, la musique dite concrète, qui est plutôt une musique qui va être basée sur la manipulation de sons enregistrés. Alors, quel qu'il soit, ça peut être un son de violon, ça peut être une pierre qui tombe dans l'eau, ça peut être n'importe quelle matière, voilà, n'importe quelle matière, n'importe quel son peut être enregistré, manipulé, mis en l'envers, découpé, monté à d'autres choses, qui va donner cette sorte d'utopie un peu de la musique concrète qu'on dit parfois musique électroacoustique. Oui. Voilà, et qui va parfois se mélanger à l'électronique, pas toujours, et puis qui va un peu annoncer voilà, non pas l'électro pur et dur tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais tous les procédés par lesquels on travaille le son aujourd'hui. Au fond, ce qu'on a pu faire avec des bandes magnétiques et des magnétophones dès de la fin des années 50, ce qu'on fait avec un logiciel, c'est quasiment la même chose, sauf qu'on va parfois beaucoup plus vite et qu'on dispose aussi de techniques un peu plus développées. Mais au fond, les grands principes de la manière dont on va utiliser à la fois des sons électroniques et puis des manipulations du son enregistré, bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec un logiciel. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un peu du sampling de la nature en fait. Oui, c'est-à-dire que vous savez, alors, les Pierre Henry, les Pierre Schaeffer, Luc Ferrari et d'autres compositeurs et compositrices vont travailler à partir d'une matière sonore. Pour eux, tous les sons n'ont pas se valent, mais enfin, tout est possible et imaginable. Donc, sons d'instruments, sons électroniques qui peuvent être générés par des appareils, même pas, je ne parle pas d'instruments, parfois des appareils un peu détournés de leur usage, et puis aussi simplement voilà, une pierre qu'on va racler contre une surface, un grincement, le grincement d'une porte. Voilà, tout est possible et imaginable pour imaginer des sortes de symphonies de sons enregistrés et manipulés. C'est la manière dont on pourrait définir de manière très rapide la musique concrète ou électroacoustique. D'accord. Merci pour ces précisions. Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on parle au début là d'expérimentation, en fait, de création des instruments. Parce que forcément, au début, on a dû créer ces synthés et après, on voit comment on se les apprivoise petit à petit au fil du temps pour faire la musique qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Oui, tout à fait. En fait, d'abord, au fond, il y a il y a des premiers instruments électroniques qui apparaissent dans les années 1910 et 1930, là, le thérémine ou les ondes Martenot. Alors, qu'est-ce que c'est un instrument électronique juste? C'est la variation d'intensité d'un courant électrique on peut faire varier cette intensité qui va générer une fréquence. Et donc on peut faire varier la fréquence et la hauteur du son, donc la note. À partir de ça, c'est un principe qu'on a compris au 19e siècle, même avant. Après, toujours est-il qu'il a fallu concevoir les outils pour faire varier cette intensité électrique. Donc ça, c'était un principe qui était posé depuis très, très, très longtemps. Et puis par la suite, on a l'intuition de beaucoup d'ingénieurs, un peu musiciens, parce qu'au sortir des années de la Seconde Guerre mondiale, on avait cette intuition chez les personnalités qui avaient une vision très technologique, qui étaient parfois des compositeurs, pas toujours des compositeurs aguerris, mais en tout cas qui savaient manier un instrument. Et on a détourné pas mal d'outils de la guerre, en fait. Notamment en Angleterre, vous avez toute une scène comme ça. Donc tous les appareils qui servaient à mesurer l'intensité d'un courant électrique, les oscillateurs qu'on pouvait récupérer ici ou là. C'était fascinant de voir à quel point on a commencé à faire de la musique et du son à partir d'appareillages récupérés. Et la guerre a souvent été un accélérateur technologique pour d'autres inventions. Ça a été le cas pour la musique. Et puis par la suite, vous avez des gens qui étaient un peu plus à l'écoute des musiciens, on va dire populaires. Si vous prenez un ingénieur, un inventeur comme Robert Moog, voilà, un inventeur américain qui va concevoir parmi les premiers synthétiseurs dans la seconde moitié des années 60. Ce n'est pas le seul, mais ça a été un des grands pionniers. Lui, il va vraiment développer son synthétiseur en relation avec des musiciens ou des musiciennes
comme Wendy Carlos par exemple, qui vont vraiment lui donner un feedback de l'usage de l'instrument. Et donc là, on va commencer à concevoir des instruments qu'on peut transporter ou qui possèdent une ergonomie qui sied, qui conviennent aux musiciens et aux musiciennes, ce qui n'était pas toujours le cas avant, où on avait quand même des moyens de studio qui étaient assez lourds et assez importants. Mais c'est grâce à ces synthétiseurs développés en relation avec les musiciens que justement tous les musiciens pop vont pouvoir se les approprier, pas les détourner, mais se les approprier puis les utiliser. Et alors, donc là, on parle vraiment des musiciens, des ingénieurs. À qui d'autres ont profité, enfin, à qui d'autres ça a profité cette période? C'est-à-dire qu'est-ce que ça a amené en termes de dispositifs de diffusion, de sonorisation? Alors, dans la musique concrète, en fait, on a inventé très tôt des dispositifs de diffusion spatialisés, alors qu'ils pouvaient être parfois, même avec de la stéréo, hein, on a inventé comme ça des sortes d'orchestres de haut-parleurs. C'est pour ça que parfois on a parlé de musique acousmatique. Acousmatique, ça veut dire écouter sans voir. C'est-à-dire qu'on a imaginé très tôt des dispositifs de concert au sein duquel l'artiste ne serait pas vraiment mis sur un piédestal, où il n'y aurait pas de performance instrumentale ou scénique, comme c'est souvent le cas en musique électronique, mais des dispositifs spatialisés, où au fond, l'auditeur est entièrement dédié à cette écoute pure, on pourrait dire, mais qui est une écoute spatialisée, qui va jouer aussi sur la texture de chaque haut-parleur. Donc même avec un son stéréo à deux voix, vous pouvez distribuer cette stéréo sur 15, 20, 30 haut-parleurs, et qui ont des couleurs différentes, des rendus différents. Et puis aussi, on peut, avec une table de mixage, distribuer le son bien à droite ou à gauche, en haut, en bas. Et donc, notamment en France, on a eu un développement comme ça, très, très novateur de cette forme de concert, qui est certes un peu différente de ce qu'on a pu connaître dans la scène électro actuelle, mais qui était vraiment très, très novateur. Et puis après, longtemps après, c'est vraiment la scène disco, hein, les discothèques new-yorkaises, notamment des années 70, qui vont vraiment perfectionner et inventer le sound system tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là aussi une musique. Alors la disco n'était pas du tout toujours électronique, elle est devenue électro vers 77-78, mais c'est une musique festive, hédoniste, qui a parfois utilisé donc l'électronique. Et c'est grâce à cette musique-là et grâce à ces lieux qu'on a développé la technique. Alors parfois la technique précède l'art, parfois l'art précède la technique, c'est toujours un petit peu complexe. Mais en tout cas, il y a toujours un dialogue entre, on pourrait dire, des ingénieurs et des artistes. Et là, dans la disco, c'était le cas avec, voilà, vous avez des grands ingénieurs qui sont connus à New York pour avoir vraiment perfectionné ce son des clubs, et au fond, tout ce qu'ils ont inventé est toujours présent. Et ils étaient vraiment au service des DJ et des musiciens. Et puis, dans la musique plus, on va dire, laborantine, plus savante des années 60, eh bien là, vous aviez des studios où collaboraient des musiciens et des ingénieurs. Merci. Question. Moi, je voudrais rebondir aussi. Là, c'est peut-être plus ma casquette gérant d'établissement et notamment de discothèque qui va prendre le dessus. Mais quand vous parlez de l'échange entre les ingénieurs et au service des musiciens, c'est totalement vrai. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté aussi du public. Il y a une vraie demande et un besoin de vivre une expérience, que ce soit en concert ou dans n'importe quel établissement diffusant de la musique, en tout cas principalement quand les gens viennent vraiment pour ça. Et il y a aussi un besoin vis-à-vis des salles de proposer quelque chose de nouveau, proposer quelque chose qui va donner envie aux gens de venir. Donc il y a vraiment ce côté aussi consommation de la musique et consommation du spectacle et de la nuit, en l'occurrence pour la musique électronique, qui pousse aussi un peu tout le monde, j'imagine, à proposer quelque chose de nouveau et développer les technologies. Si vous faites l'histoire de la fête et des loisirs musicaux et festifs depuis le XVIIIe siècle, là j'ai écrit des papiers récemment pour l'avant-dernier Tsugi, où il y avait tout un dossier sur le clubbing. Enfin, en tout cas, c'était le numéro avec cette enquête sur MeToo dans le milieu de la musique. Et puis on avait aussi des longs papiers sur l'histoire de la fête et du clubbing. Et quand on regarde ça, en fait, voilà, notamment à Paris, hein, qui a été une ville vraiment phare pour les loisirs, disons, nocturnes. Voilà, à partir on a eu des jardins tout à fait étonnants où avaient lieu des bals, par la suite des grands bals. Et puis quand vous prenez vraiment l'histoire de la discothèque moderne dans le monde, en France ou dans le monde, il y a plein de travail comme ça. Enfin, ça témoigne vraiment de plein de recherches en termes de décor, de design, de diffusion sonore, mais aussi de création de lieux immersifs, un peu fantasmagoriques,
dans lequel vont pouvoir se marier le son, l'image, les sensations. Et souvent, on a tendance à voir un petit peu ces lieux nocturnes comme on pourrait dire des cabarets améliorés où on boit un coup, on fait la fête et on écoute un petit peu de musique. Mais ça suit aussi bien évidemment toute l'histoire des techniques. Et notamment avec la discothèque moderne. Alors certes, il y a cette grande évolution qui a eu lieu à New York dans les années 70, mais un petit peu avant, on a eu des discothèques, des discothèques incroyables à Florence ou à Rimini à la fin des années 60, parce que là, vous avez eu des jeunes architectes d'un mouvement radical d'architecture qui ont imaginé des discothèques comme des lieux vraiment fantasmagoriques au croisement du psychédélisme et d'architecture, disons, un peu utopiste. Alors, Et ça, c'était très beau, ça. je me permets, parce que du Oui. coup, on va aborder ce sujet-là juste après. Oui. Pour juste clôturer avec ce thème, est-ce que tu peux, enfin le thème qu'on était en train d'aborder, donc concernant la production musicale, quel rôle a joué l'ambiance? Quelle est la nouvelle posture pour produire l'ambiance par rapport aux autres? La musique ambiante, alors justement, on en parlait tout à l'heure hors micro, parce que je suis en train Oui. d'écrire un livre là-dessus qui paraîtra à l'été prochain, si tout va bien, en 2021. L'ambiance, c'est une musique pas seulement électronique, hein, elle peut être faite avec pas mal d'instruments divers et variés. À l'origine, en partie, même si elle a existé depuis longtemps, quand Brian Eno la conceptualise vers 78 avec l'album, en 75-76 avec un album qui s'appelle Discrete Music, musique discrète, et puis après Music for Airports, musique pour aéroport. Il s'agit plutôt d'imaginer une musique qu'on puisse écouter, mais qu'on puisse aussi entendre et aussi oublier, qui puisse nous accompagner dans notre action quotidienne, qui puisse être présente sans qu'on la note toutefois, à partir de laquelle on peut décentrer un peu son écoute. Elle nous accompagne de manière sous-jacente, discrète dans nos actions quotidiennes, dans la réflexion, dans le repos, mais aussi dans le travail. Donc c'est une musique qui aurait comme ça la capacité à épouser les formes de l'architecture, à travailler sur le temps long et à la fois accompagner des actions de travail, réflexion, mais aussi, et aussi détente, puisque dans l'idée de l'ambiance, maintenant, on a souvent cette idée du chill out. Il y a aussi beaucoup question de texture sonore, de travailler à fond l'aspect texture sonore, non? En fait, il s'agit de créer une musique qui serait comme une sorte de lieu, en fait. Donc, une musique qui n'aurait pas du tout la même type d'orchestration ou de progression que telle qu'on l'aurait dans un morceau rock ou techno, dans une chanson, dans une symphonie de la musique classique où il y a une construction, il y a des moments d'emphase, il y a des breaks, voilà. Dans l'ambiance, on a quelque chose qui est, la musique devient beaucoup plus linéaire en quelque sorte et plus environnementale. Donc, au fond, c'est un peu comme on peut percevoir parfois l'environnement sonore qui nous entoure, c'est-à-dire avec des sons de ci, de là qui habitent et qui ralentissent un peu notre perception du temps. C'est-à-dire que il n'y a plus la même construction sonore et musicale, donc on a souvent des notes tenues, c'est-à-dire le synthétiseur fait ça très très bien, hein, des sons tenus, des notes qui continuent ou qui sont développées sur un temps assez long, et puis surtout une musique qui parvient à partir de cette structure, de ce point de vue formel, à nous faire oublier le passage du temps. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant Ça me paraît une très bonne conclusion sur le passage du temps Ouais. pour terminer cette première partie. Parfait. Tu veux nous présenter un morceau d'ambiance, du coup? Ah bah oui, alors justement, comme je suis en plein dans l'écriture de ce bouquin, alors on aurait pu passer un morceau de Brian Eno, mais il est beaucoup dans l'actu en ce moment, Ouais. et je préférais vous présenter un album qui est un peu oublié, qui doit dater de 94, qui a été la grande année en tout cas pour l'ambiance techno ou l'ambient house de l'époque. Auto Creation, ça s'appelle Dark Smile, et donc c'est un morceau très très ambiante, mais qui a aussi cette couleur un petit peu ténébreuse qu'a la techno aujourd'hui. Donc c'est cette ambiante techno du début des années 90, Cool. qui est très très hypnotique, très ténébreuse, et qui possède aussi un petit côté un peu mélodramatique peut-être. D'accord, merci beaucoup. On envoie.
On est reparti? Ouais. Donc pour cette deuxième partie, on va parler des nouveaux terrains d'expérimentation sonore et visuelle qui ont émergé suite à toutes ces premières expérimentations. Donc les modes de production et de consommation de la musique se transforment grâce au numérique. Émergent alors de nouvelles façons de concevoir l'art en général. L'univers sonore et numérique est mis au service de toutes les autres formes d'art. On parle de performance art. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, vous avez bien sûr toute une histoire de l'art ou de correspondance entre des formes visuelles et des formes sonores ou des formes musicales, hein, qui traversent tout le XXe siècle avec différents types de techniques, hein, bien sûr, mais avec l'arrivée de l'informatique, il y a une sorte de fusion, de correspondance qui va se faire. Alors, si on prend la scène électronique, bon, l'aspect musical ou sonore a souvent été en avance sur l'aspect visuel, ne serait-ce que pour des questions purement techniques, notamment en informatique. C'est quand même beaucoup plus facile de gérer du son que des images. C'est beaucoup plus lourd en termes de temps de calcul, en termes de capacité. Donc, souvent au début de la scène électronique, disons moderne, de la techno, de la house, des raves, etc., les premiers aspects visuels sont des travaux de lumière, des travaux de fumigène, et puis bien sûr des vidéos qui peuvent être projetées. Mais au croisement des années 90 et 2000, là on voit apparaître des outils, des logiciels qui vont permettre de travailler les sons, enfin, de travailler les images plutôt de manière beaucoup plus rapide, avec presque l'agilité avec laquelle euh, on pouvait le faire avec des sons. Et puis vous allez voir donc apparaître des logiciels et puis aussi des artistes qui manient un petit peu les deux. Alors vous voyez apparaître un truc qu'on appelle le concert audiovisuel aussi. Ouais. Ou live AV, comme on le dit parfois aujourd'hui, live audiovisuel. Ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment vers 99, 2000, 2001. D'abord chez des artistes de musique électronique qui sont un petit peu en avance sur les autres, un peu plus, qui seraient plus proches de l'électronica, de la frange plus expérimentale, ou plus proche du monde des arts. Vous avez Carsten Nicolai en Allemagne, par exemple. Euh, ou d'autres qui vont travailler à la fois le son et l'image dans un même mouvement avec presque les mêmes outils et qui vont d'abord retourner plutôt dans des lieux d'art, dans des galeries, voire même au Centre Pompidou, et puis aussi dans les premiers festivals numériques, d'art numérique et de musique électronique qui commencent à apparaître au début des années 2000. Et c'est avec cette génération-là, Oui. mais qui vient pleinement de la scène électronique, mais qui d'abord explore autre chose que la dance music pure, telle qu'on le voyait dans les clubs et dans les rêves. Avant ça, il me semble qu'il y a aussi des artistes, des plasticiens, Mm. qui vont chercher à sublimer un petit peu leur art grâce à la musique et au numérique. Bah, avec le numérique, non, parce que c'est vraiment à la fin des années 90 que Ouais. l'informatique permet vraiment cette correspondance, ce travail du son et Alors, aussi de l'image. Mais plutôt la musique. après, dans l'histoire, effectivement, dans l'histoire de l'art, vous avez effectivement d'abord des formations musicales, effectivement, comme Kraftwerk, par exemple, qui, euh, qui ils ne se voient pas vraiment comme un groupe de musique, mais plutôt comme des artistes, disons, un peu plus multimédia, qui vont utiliser à la fois les arts graphiques, les arts visuels, des collaborations parfois avec des artistes visuels. Bon, ça, on l'a aussi chez des groupes de rock, comme les Talking Heads, par exemple, chez Sonic Youth aussi, dans l'univers d'un rock un peu plus arty. Et puis, vous aviez aussi même Jean-Michel Jarre, dès la fin des années 70, avec ses grands concerts en plein air, hein, le premier concert en plein air, là, qui est Place de la Concorde, qui fait suite, c'était pour un 14 juillet, qui fait suite déjà à ses grands succès. Bon, bah, on est voilà, dans un grand spectacle immersif, audiovisuel, où là, on travaille plutôt avec des grandes projections. Alors, c'est une espèce de sorte de diapositive géante ou de gélatine posée sur des énormes projecteurs. Et voilà, on est dans cette idée de la correspondance visuelle et sonore. Avec ça, on peut revenir au début du XXe siècle aussi. Mais enfin, ça existe, ça a traversé l'histoire de la musique classique, contemporaine, rock, les débuts de l'électronique des années 70, et puis avec l'arrivée de l'informatique et de nouveaux logiciels, donc au croisement 90-2000, là, vous avez une scène électronique qui s'empare de manière
voilà, avide de ces outils-là, donc avec Karsten Nicolai ou Ryoji Ikeda, voilà, qui sont un petit peu Oui. les deux créateurs, mais très rapidement aussi, on va avoir des choses très, très novatrices, le fameux concert de la pyramide des Daft Punk, par exemple, ou les collaborations entre 1024 architectures, euh, voilà, qui sont à la fois des artistes, codeurs, programmeurs et architectes qui vont travailler pour Étienne de Crécy avec le fameux Square Cube, hein, Oui. qui va tourner entre 2007 et 2014 autour du monde. Vous avez aussi les Anglais de UVA, United Visual Artists, qui vont travailler avec Massive Attack, par exemple. Donc là, on va avoir droit à des spectacles très élaborés qui utilisent voilà, certaines de ces techniques-là. Et puis, c'est vrai que ça va connaître un terrain très fertile dans tous ces festivals art numérique et musique électronique qui commencent à essaimer, notamment en France et en Europe, à partir voilà, de la moitié des années 2000. Ce que je trouve très intéressant dans votre analyse, c'est qu'il y a, pour moi, j'ai l'impression d'avoir compris qu'il y avait à peu près deux pans qui liaient en fait l'art numérique et l'art visuel avec la musique. C'était vraiment dans un but de créer un show encore plus impressionnant avec des nouvelles technologies, de proposer quelque chose de vraiment nouveau et novateur à un public qui vienne consommer cette musique-là. Ou alors il y a l'approche très artistique dans le but de sublimer son art et qui va être proposée dans un cadre complètement différent, où là pour le coup on est plus, j'ai l'impression, dans une logique d'expérimentation d'un nouvel art qui mêle un peu ces deux univers, mais tout ce qu'on peut retrouver dans les côtés, voilà, dans les galeries ou ce dont vous parlez au début, en fait, j'ai l'impression qu'on a deux façons de réfléchir en fait, qui mêlent ces deux univers. Souvent, vous avez voilà, des innovations esthétiques, artistiques et technologiques parfois qui ont lieu souvent hein, dans l'univers, enfin parfois dans l'univers des avant-gardes ou de l'underground ou en tout cas dans des milieux plus curieux et plus ouverts et qui peuvent plus ou moins rapidement pénétrer la culture populaire. Où vous avez aussi, par exemple, le milieu du cinéma a été vraiment voilà, un accélérateur de ces types de technologies avec voilà, donc, le cinéma de science-fiction qui ont été voilà, très rapidement dédiés à un large public. Mais souvent, effectivement, vous avez voilà, des choses qui sont inventées dans le milieu des avant-gardes, d'où leur nom d'ailleurs, et qui peuvent aller très vite. Alors, un des cas tout à fait typique, ça serait le mapping, par exemple, quelque chose qui est très courant aujourd'hui. On va projeter des visuels sur des formes, voilà, sur des formes en 3 dimensions. Donc, on peut habiller des bâtiments publics d'images diverses et variées, créer des illusions visuelles, puisque si vous projetez l'image en 3D sur un véritable objet en 3D, eh bien, ça peut créer vraiment des illusions particulièrement fortes. Et ça, donc, vous avez une histoire, ça commence à se faire parfois à l'aide de diapositives dans les années 70, hein, c'est déjà possible avec des techniques très simples. Et puis vous avez justement des artistes comme 1024 Architecture qui vont l'utiliser avec Étienne de Crécy en 2007, mais en 3-4 ans, cette technologie a été, on pourrait dire, un peu cramée parce qu'elle s'est retrouvée utilisée par toutes les grosses agences d'événementiel. Voilà, c'était l'arrivée du Tour de France avec des projections en mapping sur la surface euh, de l'Arc de Triomphe. Enfin, on a vu ça au MTV Video Awards. Enfin, c'est très vite passé dans la culture populaire et ça a un peu même dénaturé beaucoup de travaux d'artistes qui se sont après détournés de cette technique-là. Mais c'est intéressant de voir le mapping. Aujourd'hui, dans n'importe quelle bourgade française, on va illuminer avec du mapping une cathédrale ou un monument public. On va faire un succès pour petits et grands, enfin un spectacle pour petits et grands. Mais ce qui est assez beau, c'est de voir que ben voilà, ça s'est fait dans cette scène électro. Là, c'est vraiment un bon exemple. Alors, avant l'électro, un petit peu on pourrait dire dans l'art contemporain, mais de manière très sporadique. Et puis, c'est vraiment des gens qui sont venus de cette scène électro, qui ont créé ces outils et ces logiciels qui sont par la suite devenus que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est aussi des belles histoires mais là, parfois, c'est un peu trop rapide. On n'a pas eu le temps d'en profiter, c'est ça? Ça a perdu de sa sève artistique, bien sûr. Mais justement, on a aussi, on est aussi témoin d'une génération qui a grandi avec le numérique, qui a grandi avec les ordinateurs. Donc forcément, le lien entre la production musicale, enfin les compétences en tout cas, production musicale, production graphique, etc., s'entremêlent. Et on a des artistes, par exemple, j'avais un exemple, c'est bien, je ne m'en souviens plus. J'arrive. En plus, il est très connu. Alors, bon,
Bon, je l'ai plus. C'est pas grave. Woodkid, c'est ça? Je crois Oui, qui Woodkid. construit complètement tout son univers, qui construit ses spectacles, qui est, qui est son propre graphiste et qui produit aussi sa musique. Donc on a aussi des artistes qui sont un peu pluridimensionnels parce qu'en fait, ils ont vraiment grandi avec le numérique, quoi. Les outils numériques aujourd'hui permettent à certains artistes assez visionnaires, qui ont assez de talent pour manier à la fois le son et l'image, d'être des artistes véritablement complets. Ils ne sont pas si nombreux que ça, parce que parfois, rien ne remplace la collaboration ou l'aide d'autres équipes. Woodkid, il est à la fois un aspect très cinématographique, il est réalisateur de clips, et voilà, à terme, je pense qu'il aimerait pénétrer à Hollywood, hein, c'est ce qu'il disait dans ses premières interviews, puis il est aussi musicien. Mais à l'évidence, quand on voit ses clips ou certaines de ses réalisations, on sent bien qu'il y a à la fois un esprit voilà, sonore et visuel. Ron aussi, il me semble, qui fait aussi du court-métrage ou qui fait ses clips, Ron a il me été semble. étudiant en cinéma, il a Ouais. fait un peu de sound design, il a une ouverture au cinéma, mais il travaille souvent avec des artistes. Ils ne sont pas si nombreux à pouvoir faire les deux, c'est quand même très, très complexe aujourd'hui. Disons que, en tout cas, ces outils-là permettent d'être très, très indépendants. Aujourd'hui, je veux dire, on peut tourner un clip de manière beaucoup plus facile, on peut le monter. On dispose d'outils qui sont très élaborés et qui permettent à certains artistes d'être très indépendants. Après, encore faut-il connaître les différents langages, les élaborer. Enfin, c'est quand même très, très, très complexe. Mais à l'évidence, ce qui est arrivé aussi au ce croisement au début des années 2000 plutôt, c'est qu'au fond, la manière dont on peut monter une vidéo ou transformer certaines images est assez proche de la manière dont on peut transformer les sons. Les logiciels voilà, de montage et de transformation des sons comme des images procèdent un petit peu de la même manière. Donc on a aujourd'hui des générations d'artistes qui intuitivement voilà, manient ou apprennent très rapidement l'usage de ces outils. Ça c'est une évidence. Mais moi, je dirais que on remplacera jamais la belle collaboration, disons, équilibrée entre un musicien et un artiste, et un artiste visuel. Surtout quand ils peuvent vraiment collaborer ou dialoguer ensemble et non pas l'un au service de l'autre ou l'autre au service de l'un. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je pensais aussi au duo français qui s'appelle The Blaze, qui est un duo qui, eux, viennent complètement du milieu de l'audiovisuel. Je crois qu'ils étaient même réalisateurs pour la publicité, qui ont un univers cinématographique super prenant dans leur production, et la musique en découle. Et je pense que c'est aussi la façon aujourd'hui d'écouter la musique qui se détourne un peu de son côté original, c'est-à-dire le format vinyle, le format CD. Et en fait, le côté visuel devient tellement important. Même les clips, parfois aujourd'hui, sont pratiquement encore plus mis en avant que la musique en lui-même. Et c'est ce qui découle un peu de la nouvelle façon de consommer, entre guillemets. On consomme même plus de musique sur YouTube, qui est au final une plateforme de diffusion de vidéos, que sur des plateformes destinées qu'à diffuser de la musique à la base. Ouais, à l'évidence, en France ou même ailleurs, on a des artistes qui ont cette approche assez double. De Blaze est vraiment un bon exemple, parce que tout est parti aussi à la fois de l'originalité de leur chanson et puis cet aspect très cinématographique de leur vidéoclip. Woodkid aussi, hein, c'est vraiment une sorte de double carrière. À la fois, je pense que leur public, le public qui aime leur musique, est à la fois, voilà, ils sont touchés par leur chant ou par leur musique, et puis cet aspect visuel. Voilà, c'est pas juste une illustration, c'est un travail qui est double et qu'on retrouve chez d'autres. Hein. Si vous prenez Robert Enke, par exemple, qui est un musicien électronique un peu plus expérimental, qui a participé à l'élaboration du logiciel Ableton Live. Aujourd'hui, voilà, la plupart de ses concerts sont des performances, alors soit avec des systèmes visuels qu'il conçoit lui-même, soit avec Christopher Bauder, qui est un artiste plasticien qui travaille à partir de laser ou de jeux de lumière, par exemple. Donc eux, ils font des performances qui sont, voilà, qui sont très belles et qui peuvent toucher un large public. On les a vus à la Fête des Lumières à Lyon, par exemple, même s'ils viennent de ce milieu plus expérimental. Et puis vous avez cet aspect très français, aussi très cinématographique, qu'on retrouve chez The Blaze et Woodkid, et sans doute chez d'autres. On a cette culture cinématographique qui est assez importante chez nous, en tout cas, et qui explique sans doute aussi cette double approche. Merci Jean-Yves Leloup. On va clôturer cette première partie.
Donc ben, là, pour le coup, c'est moi qui ai sélectionné un morceau, parce que ça m'a rappelé des souvenirs, en fait, en lisant ton livre. Tu parles de Laurie Anderson, donc, qui a été justement une artiste plasticienne qui a créé tout un univers, qui a intégré la musique, et un morceau qui s'appelle Oh Superman, que moi je connaissais du coup, enfin je connaissais le remix qui a beaucoup tourné à Montpellier, dans un fameux after qui s'appelle le Bar Live. Donc voilà, merci beaucoup, et puis on se retrouve pour la deuxième partie juste après. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Oh, Superman. Oh, John. Oh, Mom and Dad. Mom and Dad. Hi. I'm not home right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I've got a message to give to you.